Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un pourrait rencontrer sa fin de la manière la plus ridicule qui soit? Des personnes mortes, en essayant de frimer, à celles qui ont simplement fait le mauvais choix au pire moment, ces histoires vont vous faire rire et grimacer à la fois. Préparez-vous pour un voyage à travers des morts inattendues, presque trop ridicules pour être crues. Ne manquez pas cette heure consacrée aux morts extrêmement stupides. C'était en octobre 2012, à São João de Meriti, une banlieue animée de Rio de Janeiro, au Brésil. Rejane Moreira Teles, une étudiante infirmière de 23 ans, venait de commencer à travailler dans une clinique locale. Avec seulement 3 jours d'expérience, elle était encore en train d'apprendre les ficelles du métier. Ce jour-là, Palmerina Pires Ribeiro, une patiente de 80 ans, était à la clinique. Sa famille venait de célébrer son 80e anniversaire. Rejane était chargée d'administrer une perfusion intraveineuse à Madame Ribeiro. Cependant, la perfusion intraveineuse et un mélange de café au lait étaient placés l'un à côté de l'autre. Dans un moment de confusion, Rejane injecta par erreur le mélange de café au lait dans les veines de Madame Ribeiro au lieu de la perfusion. Plus tard, Rejane expliqua à la télévision brésilienne, dans l'émission Fantástico de TV Globo, que la perfusion et le mélange de café étaient l'un à côté de l'autre, et que n'importe qui aurait pu faire la même erreur. Elle admit qu'elle connaissait les risques liés à l'administration d'une perfusion intraveineuse, mais insista sur le fait qu'elle n'avait pas été correctement formée pour cette procédure. Elle déclara « J'ai injecté le café et je l'ai mis au mauvais endroit. » Malheureusement, cette erreur eut des conséquences graves. Le mélange de café et de lait entra directement dans le cœur et les poumons de Madame Ribeiro. Les médecins expliquèrent que cela aurait donné l'impression de suffoquer. Le docteur Armando Carrer, un spécialiste en nutrition à l'hôpital Antonio Pedro de l'Université fédérale de Fluminense, précisa que le liquide aurait rempli les poumons, entraînant une mort lente et douloureuse. La fille de Madame Ribeiro, Loreni, témoin de l'incident, se souvint « J'ai vu que ma mère était agitée. Elle a ouvert la bouche et cette jeune fille a mis du café au lait dans les veines de ma mère. Un demi-verre. » Madame Ribeiro mourut quelques heures après l'injection. Ce tragique incident conduisit à l'inculpation de Rejane Moreira Teles pour homicide involontaire. 2 autres infirmières et un autre étudiant de la clinique furent également mis en examen pour leur rôle dans l'incident. La défense de Rejane était qu'elle n'avait pas été correctement formée et que c'était une erreur compréhensible. Cependant, ce cas montre l'importance cruciale de la formation adéquate et de la supervision dans les milieux médicaux. La clinique et son personnel furent soumis à une intense surveillance après l'incident. La mort tragique de Palmerina Pires Ribeiro illustrait les conséquences dévastatrices des erreurs médicales. C'était une soirée tranquille, le samedi 6 décembre 2009, dans la petite ville de Konotop en Ukraine. Vladimir Likonos, un étudiant en chimie de 25 ans, était chez lui, assis devant son ordinateur. Ses parents étaient à proximité, profitant d'une soirée paisible. Depuis son enfance, Vladimir avait toujours été passionné par la chimie. Fasciné par les mystères de la science, il s'intéressait tout particulièrement aux mathématiques, à la physique et à la chimie. Cette passion l'avait conduit à étudier dans une antenne régionale de l'Institut Polytechnique de Kiev, l'une des universités techniques les plus prestigieuses d'Ukraine. Il rêvait de devenir scientifique, et ses études n'avaient fait qu'attiser sa curiosité et son ambition. Vladimir était connu pour être un jeune homme calme et réfléchi. Il passait la plupart de son temps libre à expérimenter avec divers produits chimiques, souvent en fabriquant des pétards artisanaux. Cette activité illustrait à la fois sa maîtrise et sa passion pour la chimie. Mais ce soir-là, quelque chose a terriblement mal tourné. Vladimir avait une habitude particulière. Il aimait mâcher du chewing-gum, mais pas n'importe lequel. Il avait pris l'habitude de tremper son chewing-gum dans de l'acide citrique pour en prolonger le goût. Ce soir-là, assis devant son ordinateur, il a voulu répéter son rituel habituel. Mais sans le savoir, il a commis une erreur fatale. Sur la table à côté de lui se trouvaient 2 récipients. L'un contenait de l'acide citrique, comme à son habitude, mais l'autre contenait une substance dangereuse, ressemblant à s'y méprendre à l'acide citrique. Pour ses études, Vladimir travaillait avec des explosifs et ce soir-là, un peu de cette poudre explosive se trouvait sur la table. Dans l'obscurité ou par simple automatisme, Vladimir a trempé son chewing-gum dans le mauvais récipient. Une forte explosion a brisé le calme de la nuit. Le bruit était si violent qu'il a été entendu dans toute la maison. La mère de Vladimir, qui se trouvait dans une autre pièce, s'est précipitée dans la chambre de son fils pour découvrir une scène horrifiante. Vladimir était étendu au sol, le visage ensanglanté et défiguré. La moitié inférieure de son visage, y compris toute sa mâchoire, avait été soufflée. C'était un spectacle si macabre que même les policiers les plus expérimentés, plus tard sur place, l'ont décrit comme l'une des scènes les plus choquantes qu'ils aient jamais vues. Les services d'urgence ont été appelés immédiatement.
À leur arrivée, les secouristes ont tenté de sauver Vladimir, mais ses blessures étaient trop graves. Ils n'ont rien pu faire. Vladimir était mort, la police est arrivée peu après et a rapidement lancé une enquête pour comprendre ce qui s'était passé. Sur le bureau de Vladimir, ils ont trouvé environ 100 grammes d'une poudre ressemblant à de l'acide citrique. Mais ce n'était pas de l'acide citrique, il s'agissait d'une substance explosive. La police a compris que Vladimir avait accidentellement trempé son chewing-gum dans la poudre explosive, la confondant avec l'acide citrique. La scène était si bouleversante que même les agents les plus aguerris en étaient secoués. Ils avaient vu beaucoup de choses au cours de leur carrière, mais rien de comparable à cela. Une équipe de démineurs a été appelée sur place pour identifier la nature exacte de la substance explosive. La poudre étant trop instable pour être déplacée, ils ont dû la neutraliser sur place avec une grande précaution. Au fil de l'enquête, d'autres détails sur la vie de Vladimir ont émergé. Ses amis et camarades de classe l'ont décrit comme un étudiant brillant, passionné par ses études. Il était rentré chez lui pour les vacances après avoir terminé ses examens du semestre. Pendant cette période, il passait la plupart de son temps à la maison, soit devant son ordinateur, soit à faire des expériences. Les parents de Vladimir étaient anéantis par la perte de leur fils. Ils avaient toujours connu sa passion pour la chimie, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'elle causerait un accident aussi tragique. La petite ville de Konotop était également sous le choc. La nouvelle de l'accident s'est rapidement répandue et les habitants n'arrivaient pas à croire qu'une telle tragédie ait pu se produire dans leur ville si tranquille. Les autorités ont poursuivi leurs analyses sur la substance inconnue trouvée sur place. Elles voulaient comprendre avec certitude ce qui avait provoqué l'explosion. Les tests ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un explosif, bien que sa composition exacte n'ait pas été identifiée. Il était clair que Vladimir avait commis une erreur fatale qui lui avait coûté la vie. Vladimir a été enterré au cimetière d'Alexandrovka, à Soumy, en Ukraine, non loin de l'endroit où il avait grandi. Sur sa page mémoriale, Finda grave, une seule photo de lui demeure, capturant l'image d'un jeune homme plein de potentiel, une vie prometteuse, brutalement interrompue. C'était le 4 juillet 2015 à Calais, dans le Maine, près de la frontière canadienne. Devon Staple, un jeune homme de 22 ans originaire d'Orlando, en Floride, célébrait le jour de l'indépendance avec des amis et sa famille. Devon, qui avait joué des personnages comme Gaston et Dingo à Disney World, était connu pour sa personnalité joyeuse. La soirée était marquée par des feux d'artifice, des rires et des boissons. Devon, connu pour son sens de l'humour, jouait avec un tube à mortier de feux d'artifice, sans se douter qu'une tragédie était sur le point de se produire. Le groupe allumait des feux d'artifice tout au long de la nuit. À un moment donné, Devon prit le tube à mortier et le plaça sur sa tête. Ses amis, pensant qu'il plaisantait, tentèrent de le convaincre d'arrêter. En quelques secondes, Devon alluma le feu d'artifice qui explosa immédiatement, le tuant sur le coup. Son frère, Cody, était à proximité et a décrit la scène comme dévastatrice, notant qu'il n'y avait rien à faire pour sauver Devon. La nouvelle de la mort de Devon a choqué tous ceux qui le connaissaient. Sa famille a souligné que Devon n'était pas imprudent. Son frère a mentionné que Devon aimait souvent faire des choses amusantes pour rire, mais n'avait jamais eu l'intention de se blesser. Cette fois, cependant, une blague s'est transformée en un accident mortel. La mère de Devon, Kathleen Staples, pense que Devon croyait que le feu d'artifice était inactif. Elle a déclaré à CBS News que Devon pensait qu'il ne fonctionnerait pas et l'a placé sur sa tête par esprit taquin. Mais une fois la mèche allumée, il n'y avait plus de temps pour réagir. Sa fiancée, Cara Howley, qui était présente ce soir-là, a expliqué que Devon était probablement ébrieux à cause de l'alcool et avait peut-être allumé accidentellement le feu d'artifice. Elle se souvient d'avoir crié à Devon lorsqu'elle a vu la mèche enflammée, mais il était trop tard. Le feu d'artifice était un tube à mortier rechargeable destiné à exploser dans le ciel. Son type exact est inconnu, mais sa puissance était suffisante pour tuer Devon sur le coup. Les psychologues suggèrent que les jeunes adultes comme Devon sont plus enclins à adopter des comportements à risque en raison de la pression des pairs et du désir d'impressionner les autres. Le docteur Art Markman de l'Université du Texas à Austin a expliqué que les lobes frontaux du cerveau, responsables du contrôle des impulsions, ne se développent pleinement qu'à la mi-vingtaine, rendant les jeunes adultes plus susceptibles de prendre des risques. L'historique de Devon en tant qu'artiste amusant pourrait avoir contribué à sa décision de placer des feux d'artifice sur sa tête. L'alcool a probablement joué un rôle dans la mauvaise prise de décision de Devon cette nuit-là. Il altère le jugement, rendant plus difficile la reconnaissance du danger. Devon ne s'est peut-être pas rendu compte du risque de mettre un feu d'artifice en direct sur sa tête, pensant que c'était une blague inoffensive. Après la tragédie, la mère de Devon a commencé à plaider pour des réglementations plus strictes concernant les feux d'artifice dans le Maine. L'État n'avait légalisé les feux d'artifice qu'en 2012, après une interdiction de 60 ans.
La mort de Devon a été la première fatalité depuis que les feux d'artifice sont devenus légaux. Kathleen a soutenu que les feux d'artifice devraient être réglementés de manière similaire aux armes à feu ou aux véhicules, soulignant leur danger potentiel. Le représentant de l'État Michel Lajoie a partagé ses préoccupations, suggérant des règles plus strictes concernant l'utilisation des feux d'artifice. La famille et les amis de Devon se souviennent de lui comme d'une personne aimable et énergique qui aimait faire sourire les autres. Il avait prévu de devenir technicien vétérinaire et de commencer des cours plus tard dans l'année. Son amour pour les animaux et son esprit joyeux sont les souvenirs que ses proches souhaitent conserver. Pour honorer sa mémoire, son frère Cody a encouragé les gens à faire quelque chose de gentil pour quelqu'un et à montrer de l'amour en son nom. C'était le 14 janvier 2013 à Cantonment, en Floride. James Campbell, un vétéran du Vietnam de 68 ans, avait vécu dans la région pendant la majeure partie de sa vie. Il était bien connu et apprécié, un ami fidèle et un homme de famille dévoué, avec 2 enfants et 4 petits-enfants. Ce jour-là, James et sa compagne, Iris Fortner, âgée de 56 ans, rentraient chez eux. La journée se déroulait comme à l'accoutumée jusqu'à ce qu'un accident tragique et inhabituel se produise. James et Iris venaient d'arriver devant leur maison dans leur Chevrolet Van de 1995. Alors qu'ils approchaient des grilles métalliques de leur domicile, James sortit du côté passager pour ouvrir les grilles, permettant ainsi au véhicule d'entrer. Iris était restée au volant, prête à reculer le van dans l'allée une fois les grilles ouvertes. Alors que James s'approchait des grilles, Iris ouvrit sa portière pour vérifier sa position. À ce moment-là, leur chien, un grand boxeur bulldog, curieux et excité, sauta sur le siège avant. Le grand chien appuya accidentellement sur l'accélérateur. Le van fit soudainement marche arrière. Iris, prise de court, tenta désespérément d'arrêter le véhicule. Elle chercha la pédale de frein, mais il était déjà trop tard. Le van recula sur James, le piégeant sous ses roues. Les services d'urgence furent appelés immédiatement. Les ambulanciers du comté d'Escambia arrivèrent rapidement, mais ne purent rien faire. James Campbell fut déclaré mort sur les lieux. L'impact avait été sévère, et malgré les efforts d'Iris, l'accident était inévitable. Elle subit des blessures mineures, mais ne fut pas inculpée. La Florida Highway Patrol mena une enquête sur l'incident. Les rapports confirmèrent la séquence des événements. James était sorti du van pour ouvrir les grilles, Iris avait ouvert la portière pour vérifier sa position et le chien avait sauté sur le siège du conducteur, appuyant involontairement sur l'accélérateur. Le van recula sur James, entraînant sa mort tragique. Les médias locaux couvrirent largement l'histoire. Le Pensacola News Journal et le North Escambia News rapportèrent cet accident inhabituel, soulignant la nature tragique des événements. Les voisins et amis exprimèrent leurs condoléances, partageant leur chagrin. Beaucoup décrivirent James, affectueusement surnommé Beau, comme un bon ami et un homme de famille dévoué. Il était diplômé de Tate High School et un vétéran qui avait servi au Vietnam. Dans les jours qui suivirent l'accident, les forums en ligne et les blogs furent remplis de messages de sympathie et de soutien. Un blogueur, se disant proche de James, écrivit un hommage poignant rappelant leur amitié et la générosité de James. Il mentionna les frères de James, Charlie et Jim, et le lien étroit qui les unissait. Malgré le soutien massif, des rumeurs de suspicion commencèrent à circuler. Certains individus remirent en question la probabilité de l'accident, suggérant qu'il pourrait y avoir plus que ce qui avait été rapporté. Cependant, les rapports officiels et les témoignages des témoins laissaient peu de place au doute. C'était un accident tragique, une série d'événements malheureux qui avaient conduit à la perte d'un membre bien-aimé de la communauté. Le chien, qui avait involontairement causé l'accident, resta avec Iris. Le boxeur bulldog ne fut pas blâmé pour ses actions, ayant agi par excitation et curiosité. Nous sommes en 1995 en Pologne, lorsqu'un événement tragique et troublant a stupéfié tout le pays. Krzysztof Asninski, un agriculteur de 30 ans, a perdu la vie dans une tentative choquante de prouver sa virilité. Krzysztof était connu dans son village comme un homme fort et travailleur. Il passait ses journées à s'occuper de sa ferme, accomplissant les tâches physiques ardues qui définissaient sa vie. Comme beaucoup d'hommes de sa communauté, Krzysztof aimait passer ses soirées avec des amis, à boire et discuter de tout et de rien. Mais une nuit d'hiver glaciale, ce qui avait commencé comme une soirée banale entre amis, a pris un tournant beaucoup plus sombre. Ce soir-là, Krzysztof et ses compagnons se sont retrouvés dans une petite grange sur sa propriété. L'alcool coulait à flot, et plus la nuit avançait, plus la conversation devenait dangereuse. Il n'était pas rare qu'ils se livrent à ce qu'ils appelaient des jeux d'hommes, des jeux loin d'être inoffensifs. Ces épreuves étaient compétitives, risquées et alimentées par un besoin constant de prouver qui était le plus dur d'entre eux. La soirée a commencé par des défis où les hommes se frappaient mutuellement la tête avec des navets gelés. C'était douloureux, mais pour eux, cela représentait un test de force et de résistance. Les rires résonnaient dans la grange, mais sous cette légèreté apparente se cachait une tension silencieuse.
une compétition implicite que personne ne voulait perdre. Poussés par leur orgueil, chacun essayait de montrer qu'il pouvait supporter plus de douleur que les autres. Puis, la situation a basculé dans l'horreur lorsqu'un des amis de Christophe a voulu repousser les limites. Il s'est emparé d'une tronçonneuse traînant dans un coin et, dans un geste stupéfiant, s'est coupé le bout du pied. Un silence de plomb a envahi la grange alors que les autres prenaient la mesure de ce qu'il venait de faire. Le sang jaillissait de sa blessure, mais au lieu de mettre fin à leur folie, cet acte insensé n'a fait qu'encourager le groupe à aller encore plus loin. Christophe, sentant qu'il devait surpasser son ami pour ne pas perdre la face, a pris une décision qui lui coûterait la vie. Enivré et déterminé à prouver qu'il était le plus fort, il a saisi la tronçonneuse, s'est tourné vers ses amis et a lancé « Regardez bien ça !» Sur ces mots, il a actionné la tronçonneuse et l'a dirigée vers sa propre tête. La scène qui a suivi était terrifiante. La tronçonneuse a tranché son cou, séparant sa tête de son corps en un instant. Christophe est mort sur le coup, son corps s'effondrant au sol sous le regard incrédule de ses amis, figés d'horreur et d'incompréhension. La réalité de ce qu'ils venaient de vivre s'est abattue sur eux, leur ami était mort et rien ne pourrait le ramener. La nouvelle de la mort de Christophe s'est rapidement propagée au-delà du village. Personne ne pouvait croire qu'il avait été prêt à aller aussi loin pour prouver sa virilité. Cet événement a servi de rappel effrayant des dangers que peuvent engendrer la fierté et l'alcool. Son histoire a également attiré l'attention du British Medical Journal dans une étude sur les personnes décédées de manière insensée, révélant que la majorité des victimes étaient des hommes. Les chercheurs ont suggéré que ces derniers ont souvent tendance à prendre des risques inutiles pour se prouver, surtout sous l'influence de l'alcool. Le décès de Christophe a également été mentionné dans le cadre des Darwin Awards, une récompense ironique décernée aux personnes mortes de la manière la plus absurde, éliminant ainsi leur contribution au patrimoine génétique. Son histoire s'est distinguée comme l'un des exemples les plus extrêmes de masculinité toxique et de ses conséquences mortelles. En repensant à cette nuit tragique, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être différent. Et si Christophe et ses amis n'avaient pas autant bu ? Et si quelqu'un avait mis un terme à leur jeu avant qu'ils ne deviennent incontrôlables ? La vie de Christophe aurait-elle pu être sauvée si quelqu'un était intervenu à temps ? Ces questions restent sans réponse, mais elles nous rappellent l'importance de faire de meilleurs choix et de veiller les uns sur les autres. La mort de Christophe Asninski est un exemple tragique des dangers liés à la volonté de prouver sa virilité. Cette histoire nous invite à réfléchir aux pressions auxquelles les hommes font face pour paraître forts et aux risques que cela peut engendrer. C'était une nuit froide en 2004 et le monde était confronté à une crise sanitaire mondiale. Taïwan, comme de nombreux pays, luttait contre le syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS, un virus mortel qui avait fait des centaines de victimes. Dans ce contexte, une femme de 45 ans, terrorisée à l'idée de tomber malade, prit des mesures drastiques. Elle croyait qu'un bain dans une baignoire remplie d'éthanol à 40,5% la protégerait du virus. Malheureusement, sa tentative de se protéger eut des conséquences fatales. Vers 23h, la femme remplit sa baignoire d'éthanol et y entra, pensant que cela agirait comme une barrière contre le SRAS. Sa famille, ignorante de ses actions, poursuivit sa soirée. Le lendemain matin, ils la trouvèrent dans la baignoire, sans vie. Il était 11h et il était déjà trop tard. À première vue, il ne semblait rien d'inhabituel dans sa mort. Sa tête était au-dessus de l'éthanol et il n'y avait aucun signe de traumatisme ou de noyade. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve de drogue et son estomac était vide, écartant la consommation d'alcool. Pourtant, sa concentration d'alcool dans le sang CAS était alarmante, à 1,35%. Pour donner un ordre d'idée, une CAS de 0,4% peut être mortelle. Comment a-t-elle pu atteindre un niveau aussi élevé sans avoir bu ? La réponse résidait dans l'absorption par la peau. Normalement, la peau n'absorbe pas suffisamment d'alcool pour causer des dommages. Mais dans ce cas, la femme avait été immergée dans l'éthanol pendant près de 12 heures. Avec le temps, son corps avait absorbé une quantité significative d'alcool à travers sa peau. De plus, elle avait probablement inhalé des vapeurs d'alcool, ce qui a accéléré le processus. À mesure que sa CAS augmentait, l'alcool commença à affecter son système nerveux central. Lorsque sa CAS atteignait 0,1% à 0,2%, elle était probablement désorientée et incapable de bouger. Elle ne pouvait probablement pas sortir de la baignoire, se laissant piéger alors que son corps continuait d'absorber plus d'alcool. Finalement, sa CAS atteignit le niveau fatal de 1,35%. Lorsque sa famille la trouva, il n'y avait rien à faire. Ce cas rare a stupéfié la communauté médicale. L'intoxication alcoolique par absorption cutanée est presque inconnue chez les adultes. Cependant, l'exposition prolongée de la femme à l'éthanol et sa décision d'utiliser une concentration aussi élevée ont créé une situation dangereuse. Les chercheurs qui ont examiné le cas
ont estimé qu'elle avait absorbé environ 1,5 litre d'éthanol, suffisant pour la tuer. L'épidémie a déclenché une peur généralisée, poussant les gens à prendre des mesures extrêmes pour se protéger. À Taïwan, plus de 660 cas de SRAS ont été signalés et 73 personnes sont mortes. La femme, comme beaucoup d'autres, a été prise dans la panique, mais sa tentative désespérée d'éviter l'infection s'est terminée en tragédie. Malheureusement, ce cas n'est pas unique. En période de crise, les gens ont souvent recours à des méthodes dangereuses par peur. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, certaines personnes ont ingéré ou injecté des substances nocives dans une tentative de se protéger du virus. À la suite de la mort de la femme, les responsables de la santé publique ont exhorté le public à éviter les remèdes non vérifiés. L'Organisation mondiale de la santé a précisé que, bien que les désinfectants pour les mains à base d'alcool tuent efficacement les germes, la quantité d'alcool absorbée par la peau lors d'une utilisation normale est sûre. Ils ont averti contre le bain dans l'alcool ou son utilisation de manière dangereuse. Ce cas nous rappelle les dangers de la désinformation et de la panique. Dans sa tentative de se protéger du SRAS, la femme s'est involontairement mise en plus grand danger. Sa mort a été une issue tragique et évitable, soulignant l'importance de suivre des conseils fiables et fondés sur des preuves scientifiques en période de crise sanitaire. C'était une journée ordinaire au début de février 2011 à Bradford, en Angleterre. Brian Depledge, un père de 2 enfants âgés de 38 ans, vaquait à ses tâches ménagères habituelles. Brian vivait paisiblement et sa routine consistait souvent à s'occuper de sa maison et de ses enfants. Ce jour-là, il était en train d'étendre du linge mouillé sur un séchoir, une tâche simple et quotidienne que beaucoup d'entre nous accomplissons sans y penser. Mais pour Brian, cette activité banale s'est transformée en un accident tragique et mortel. Brian Depledge était connu de sa famille et de ses amis comme une personne aimante et facile à vivre. Il avait une fille de 18 ans, Shawnee, et un fils de 11 ans, Ryan. Brian attendait avec impatience le mariage de Shawnee en avril, où il devait la conduire à l'hôtel. Il était également très proche de Ryan, qui souffrait d'hydrocéphalie. Malgré les défis, Brian était dévoué à ses enfants et travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Ce jour-là, Brian était seul dans son salon. Il venait de placer du linge mouillé sur le séchoir, également appelé clothes horse. Le séchoir était un simple étendoir en plastique, un objet courant dans de nombreux foyers. Alors qu'il arrangeait les vêtements, il trébucha sur un petit tabouret. Cela le fit tomber en arrière dans le séchoir. Tragiquement, la chute de Brian entraîna le coincement de son cou entre les barres de l'étendoir. L'accident se produisit rapidement. La réaction immédiate de Brian fut de se dégager, mais cela ne fit qu'empirer les choses. En se débattant, les barres se resserrèrent autour de son cou et de sa poitrine, créant ce que les experts ont décrit comme un effet de berceau de chat. L'inspecteur détective Mark Long, qui enquêta sur l'incident, expliqua que les tentatives de Brian pour se libérer avaient inconsciemment renforcé l'emprise du séchoir, rendant la situation encore plus critique. Les vêtements mouillés sur le séchoir ajoutèrent du poids et de la pression sur le cou de Brian, aggravant la compression et rendant sa respiration encore plus difficile. Le docteur Philip Batman, le pathologiste consultant qui pratiqua l'autopsie, décrivit les effets de l'incident comme similaires à une pendaison. Les poumons de Brian étaient congestionnés de liquide en excès, une condition compatible avec l'asphyxie. Des indentations profondes furent trouvées sur le côté droit de sa poitrine et de son cou, indiquant où les barres avaient appuyé sur son corps. Du sang fut également trouvé sur le visage de Brian, suggérant qu'il s'était débattu intensément pour se libérer. Le coroner, le professeur Paul Marks, enregistra un verdict de mort accidentelle. Il remarqua que, dans sa carrière, il n'avait jamais rencontré un cas similaire. La mort de Brian fut causée par une série de circonstances extraordinairement rares. Le professeur Marks souligna qu'une telle mort était probablement plus rare que d'être frappé par la foudre ou touché par une météorite. Shawnee, la fille de Brian, fut dévastée par la perte de son père. Elle le décrivit comme une personne adorable et facile à vivre, toujours là pour sa famille. Shawnee avait un lien spécial avec son père, plaisantant souvent avec lui à propos de son mariage à venir. Elle se souvenait de leurs blagues, où il disait qu'il la pousserait dans l'allée pour s'en débarrasser. Le jour de son mariage, Shawnee pensa à son père et ressentit sa présence à ses côtés, même s'il n'était pas physiquement là pour la conduire à l'hôtel. Ryan, le jeune fils de Brian, eut du mal à comprendre la mort soudaine de son père. Sa grand-mère, June Evans, expliqua que Ryan n'arrêtait pas de demander quand il pourrait revoir son père. Selon la Royal Society for the Prevention of Accidents, la plupart des accidents domestiques impliquaient des chutes, des brûlures, des coupures et des empoisonnements. Cependant, les circonstances entourant la mort de Brian soulignent l'imprévisibilité des accidents et l'importance d'être prudent, même lors d'activités routinières. Lorsque Brian est tombé dans le séchoir, son instinct immédiat fut de s'échapper.
Ce combat instinctif n'a fait qu'aggraver la situation, menant à un cercle vicieux où plus ils se débattaient, plus les barres se resserraient. Ce scénario tragique suggère la nécessité de rester calme et de réfléchir stratégiquement en cas d'urgence, bien que maintenir un tel sang-froid puisse être incroyablement difficile en état de panique. Nous sommes le 9 juillet 1993 à Toronto, au Canada. Gary Hoy, un avocat de 38 ans, se prépare à un événement spécial. Son cabinet, Holden Day Wilson, organise une réception pour les étudiants intéressés par des stages. La réunion a lieu au 24e étage de la Toronto Dominion Bank Tower, une tour située dans le quartier financier de la ville. Gary, juriste d'entreprise respecté, était ravi de rencontrer les étudiants et de leur faire visiter le bureau. Cependant, ce qui avait commencé comme une journée normale s'est transformé en une tragédie dont on se souviendra pendant des années. Gary n'était pas seulement connu pour son expertise juridique. Il avait la réputation de faire des cascades inhabituelles. Il courait contre les fenêtres du bureau pour montrer leur solidité, rebondissant pour prouver qu'elles ne se briseraient pas. Au fil des ans, Gary avait fait cela un nombre incalculable de fois sans aucun problème. Ses collègues et les visiteurs trouvaient souvent cela amusant et Gary était fier de réussir cette démonstration. Ce jour-là, Gary a décidé de montrer à nouveau son tour aux élèves. Confiant comme toujours, il se jette sur la fenêtre et, comme auparavant, la vitre tient et il rebondit. Mais pour des raisons inconnues, Gary n'était pas satisfait et décida de recommencer. Cette fois-ci, les choses se sont mal passées. Au lieu de rebondir comme avant, la fenêtre a cédé. Elle n'a pas volé en éclats, mais elle s'est détachée de son cadre, entraînant Gary dans une chute de 24 étages qui l'a conduit à la mort dans la cour en contrebas. Il est mort sur le coup. Les étudiants et les collègues qui ont assisté à l'accident sont choqués. Les services d'urgence sont arrivés rapidement, mais ils n'ont rien pu faire pour sauver Gary. Sa mort laisse tout le monde incrédule. Les autorités et les ingénieurs sont appelés à enquêter. Le verre lui-même ne s'est pas brisé. Il s'est simplement détaché de son cadre. L'ingénieur en structure Bob Greer expliqua plus tard qu'aucun cadre de fenêtre ne pouvait résister à la force répétée d'un homme adulte se jetant contre lui. Le verre a tenu, mais le cadre s'est brisé, entraînant la chute tragique. Les gens n'arrivaient pas à comprendre comment une telle chose avait pu se produire. Gary n'était pas imprudent et ne cherchait pas à se faire du mal, il a répété quelque chose qu'il avait déjà fait à maintes reprises. Pourtant, cette fois-ci, cela l'a conduit à une mort prématurée. Les collègues de Gary sont dévastés. Hugh Kelly, un autre avocat du cabinet, a décrit Gary comme un brillant avocat et une personne aimable qui allait beaucoup nous manquer. Cette tragédie a ébranlé le cabinet, autrefois l'un des plus prestigieux du Canada. Une équipe de crise a été mise en place pour aider les employés à faire face à la situation. Dans les années qui ont suivi la mort de Gary, l'entreprise a commencé à décliner. Nombreux sont ceux qui pensent que le traumatisme causé par la perte de Gary a contribué à la chute de Holden Day Wilson. En 1996, le cabinet a fermé ses portes, marquant l'une des plus grandes faillites de cabinets d'avocats de l'histoire du Canada. La mort de Gary est entrée dans l'histoire de Toronto. Elle était si inhabituelle que de nombreuses personnes pensaient qu'il s'agissait d'une légende urbaine. Son histoire a été évoquée dans les médias, notamment dans le film The Darwin Awards, l'émission 1000 Ways to Die et un épisode de Mythbuster. Des forums en ligne ont même débattu de l'événement, certains s'interrogeant sur sa véracité. Mais la vérité est indéniable, un homme a perdu la vie dans un accident bizarre et tragique. Le 15 mai 2011, Acton Bill, un jeune homme de 20 ans originaire de Brisbane, en Australie, a tragiquement perdu la vie en participant à une tendance internet appelée le planking. Le planking consiste à s'allonger face contre terre dans des endroits insolites ou risqués pendant qu'une personne prend une photo, laquelle est ensuite partagée en ligne. Ce soir-là, Acton et un ami rentraient chez eux après une soirée. Acton décida d'essayer de faire du planking sur la rambarde du balcon de son appartement. Cette rambarde ne mesurait que 5 cm de large, ce qui la rendait extrêmement dangereuse. En tentant de s'allonger dessus, il perdit l'équilibre et fit une chute de 7 étages. Malgré les efforts des secouristes qui tentèrent de le réanimer pendant 20 minutes, Acton fut déclaré mort sur place. L'incident bouleversa la communauté et fit la une des médias. Le commissaire adjoint de la police, Ross Barnett, confirma qu'Acton avait consommé de l'alcool avant l'accident. Il précisa que le problème n'était pas le planking en soi, mais le fait de le pratiquer dans des endroits dangereux, comme un balcon en hauteur. Barnett souligna qu'alors que faire du planking sur un banc de parc pouvait sembler sans risque, tenter cette figure sur une étroite rambarde en altitude pouvait s'avérer mortel. Après la mort d'Acton, la police et les autorités gouvernementales publièrent des avertissements sur les dangers du planking. Par exemple, la police du Queensland avertit que toute personne surprise en train de faire du planking dans des lieux dangereux ou sur une propriété privée risquait des poursuites judiciaires.
Ils insistèrent sur le fait que, bien que le planking puisse paraître inoffensif, les risques encourus dans certaines situations extrêmes étaient trop élevés. La mort d'Acton déclencha également un vif débat en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Une page Facebook créée en sa mémoire fut rapidement submergée de commentaires, certains soutenant Acton et d'autres critiquant le planking et ceux qui encourageaient cette tendance. Si plusieurs personnes exprimèrent leurs condoléances, d'autres se montrèrent hostiles envers la pratique du planking. La situation devint si tendue que la section des commentaires dut être désactivée après que des messages diffamatoires et une vidéo moquant la mort d'Acton furent publiés. La vidéo fut finalement retirée de YouTube. Cette tragédie attira aussi l'attention de la première ministre australienne, Julia Gillard, qui qualifia l'incident de véritable tragédie. Elle insista sur l'importance de toujours penser à sa sécurité avant de s'engager dans des comportements risqués, même pour s'amuser. On pense qu'Acton Bill fut la première victime d'un accident mortel lié au planking en Australie, ce qui souleva des inquiétudes sur la possibilité que d'autres incidents du même genre surviennent. Alors que de plus en plus de personnes tentaient de repousser les limites avec des cascades de plus en plus dangereuses, les autorités craignaient une augmentation des blessures ou des décès. La police du Queensland publia même un avertissement général sur sa page Facebook, mettant en garde contre les dangers potentiels de cette pratique, alors que sa popularité ne cessait de croître. Malgré ces mises en garde, la tendance du planking continua de se répandre. La page Facebook Planking Australia, qui comptait déjà plus de 55 000 abonnés avant la mort d'Acton, vit son nombre de followers grimper à plus de 87 000 peu après l'incident. La page présentait des photos de personnes faisant du planking dans des lieux variés, allant des bancs de parc aux voies de ferrée et même sur le toit de voitures de police. Avant la mort d'Acton, un autre jeune homme de 20 ans, également originaire du Queensland, avait été arrêté pour avoir fait du planking sur une voiture de police. Il fut accusé d'intrusion illégale et les autorités avertirent que de tels actes pourraient entraîner des amendes, voire des peines de prison. Il était essentiel de prendre conscience des risques et des conséquences potentielles de ces actions. La mort d'Acton illustre les dangers des tendances d'Internet qui encouragent des comportements risqués. Bien que le planking ait commencé comme un simple jeu, il s'est rapidement transformé en une activité beaucoup plus dangereuse à mesure que les participants tentaient de repousser les limites pour attirer l'attention en ligne. Le 21 décembre 2013, à McLeod, en Oklahoma, Denver, Lee Sinclair, un homme de 58 ans, a été retrouvé mort chez lui dans des circonstances que personne n'aurait pu imaginer. La police a découvert son corps avec la ceinture de son sous-vêtement tirée par-dessus sa tête. Cette méthode inhabituelle et troublante de décès a été identifiée plus tard comme une wedgie atomique. L'auteur de cet acte était son beau-fils de 33 ans, Brad Davis, un ancien marine. Les événements qui ont conduit à cet incident choquant sont aussi tragiques que déconcertants. Brad Davis entretenait une relation difficile avec son beau-père, Denver Lee Sinclair. La tension entre eux couvait depuis des années. Sinclair était connu pour être violent, notamment envers sa femme, Tricia Sinclair, la mère de Brad. En 2008, Tricia avait déposé une ordonnance de protection permanente contre Denver, affirmant qu'il l'avait attrapé par le cou et l'avait jeté à travers une porte de salle de bain. Le couple avait tenté de divorcer à plusieurs reprises. Cet environnement agressif a sans doute contribué à la relation tendue entre Brad et son beau-père. Le soir du 21 décembre 2013, Brad Davis rendit visite à sa mère et à son beau-père. Sa mère, Tricia, était à l'hôpital en train de se remettre d'une opération de la hanche, laissant les deux hommes seuls. Ils ont passé la soirée à boire, ce qui n'a fait qu'exacerber l'atmosphère déjà tendue. Selon Davis, l'altercation a commencé lorsque Denver a dit du mal de Tricia, ce qui l'a irrité. Alors que la dispute s'intensifiait, Denver aurait tenté de frapper Brad. En réponse, Davis se défendit. Il prétendit que son beau-père l'avait attaqué et qu'il avait agi en légitime défense. La situation a rapidement dégénéré. Au cours de la lutte, Davis assomma Denver. Dans un moment de rage et de désespoir, Brad tira la ceinture du sous-vêtement de Denver par-dessus sa tête, créant la célèbre wedgie atomique. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle trouva Denver Lee Sinclair mort, avec la ceinture de son sous-vêtement enroulée autour de son cou. Le shérif du comté de Potawatomi, Mike Booth, déclara « Je n'avais jamais vu cela auparavant, mais quand nous avons examiné la victime pour la première fois, nous avons vu que la ceinture de son sous-vêtement était autour de son cou. L'examen initial révéla que Denver était mort d'asphyxie et de traumatisme contondant à la tête. Brad Davis tenta d'abord de dissimuler ses actions. Il modifia la scène du crime pour qu'elle semble montrer une simple bagarre. Cependant, une enquête plus approfondie révéla des preuves suggérant que la situation était bien plus grave qu'une simple altercation. Des messages textes entre Davis et un ami indiquaient qu'il avait l'intention de confronter Denver et qu'il n'avait rien à perdre.
Ces preuves, combinées aux conclusions physiques, ont conduit les autorités à croire que la mort de Denver n'était pas accidentelle. Brad Davis fut arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Au cours de la procédure judiciaire, Davis affirma qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer son beau-père. Il décrivit l'incident comme un accident tragique, déclarant « Je n'avais aucune intention de tuer cet homme, je n'aurais jamais pensé que cela pouvait arriver ». Il exprima qu'il s'était défendu et que les choses avaient été dégénérées dans la chaleur du moment. L'affaire attira une attention médiatique considérable et Davis fut surnommé le Wedgie Killer. Les procureurs soutinrent que Davis avait agi avec malveillance. Ils présentèrent les messages textes et un détail troublant. Davis avait pris des photos de Denver inconscient sur le sol, dépeignant une intention d'humiliation. En mai 2015, Davis plaida coupable d'homicide involontaire au premier degré dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour éviter un procès. Lors de l'audience de mitigation, il réitéra qu'il était paniqué, en colère et effrayé, et que c'était comme un mauvais rêve. Le 16 juillet 2015, Brad Davis fut condamné à 30 ans de prison. Le juge prit en compte la gravité du crime et les preuves de l'intention de Davis de confronter et d'humilier son beau-père. La sentence refléta la conviction du tribunal que les actions de Davis n'étaient pas simplement un accident tragique, mais le résultat d'années de tensions accumulées. La fille de Denver, Lee Sinclair, Carol Sinclair et sa nièce, Tonya Renee Lester Dawson, se souvenaient d'un individu unique qui aimait les motos. Elles créèrent une page Facebook en sa mémoire où amis et familles partagèrent leurs chagrins et leurs souvenirs. Les événements tragiques ont également conduit à une discussion plus large sur la dynamique des relations abusives et les effets à long terme de tels environnements sur les individus. L'affaire de Brad Davis mit en lumière les conséquences extrêmes qui peuvent découler d'années de conflits non résolus et d'abus. C'était le 23 octobre 2017 dans le petit village côtier de Kuala Sanglang, au nord de la Malaisie. Le festival des 9 dieux empereurs, une grande célébration taoïste, battait son plein et des foules s'étaient rassemblées pour assister à divers rituels, dont celui effectué par Limba, un célèbre médium taoïste. Âgé de 68 ans, Lim était connu pour son endurance physique exceptionnelle et était devenu une légende locale grâce à son rituel appelé « vapeur humaine ». Dans ce numéro, il s'asseyait à l'intérieur d'un grand wok en métal et endurait d'être cuit à la vapeur vivant, montrant ainsi sa force spirituelle. Lim avait captivé ses adeptes avec ce rituel dangereux pendant plus d'une décennie. Beaucoup y voyaient un puissant symbole de foi et cela attirait les foules, fascinées par l'invulnérabilité perçue de Lim. Cependant, sa famille était profondément préoccupée. Lim avait subi une opération cardiaque l'année précédente et sa santé était en déclin. Son fils, Kang Wai, et sa fille, Wei Ling, lui avaient supplié de cesser. Il prenait des médicaments pour l'hypertension et ne se sentait pas bien avant l'événement. Lim insistait pour continuer la performance. À 22 h, Lim prit sa position habituelle dans le grand wok. Assis en position de lotus, il joignit les mains en prière et un immense couvercle en acier fut placé sur le dessus. Le feu en dessous commença à chauffer le wok, et des aliments comme du maïs, du riz et des petits pains furent cuits à la vapeur à ses côtés. C'était à la fois un rituel religieux et un divertissement pour le public, qui regardait la vapeur s'élever du wok. Tout semblait normal au départ, avec Lim assis calmement à l'intérieur, comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Son précédent record était de 75 minutes, et personne ne s'attendait à ce que cela se passe différemment cette fois. Cependant, après 30 minutes, des bruits étranges se firent entendre à l'intérieur du wok. Ce qui avait commencé par des sons doux devint rapidement des coups frénétiques. Lim, auparavant calme, était maintenant en détresse. La panique se répandit dans la foule alors que le fils de Lim et d'autres se précipitaient pour soulever le couvercle. Lim fut trouvé inconscient, avec de graves brûlures couvrant son visage, ses mains et son corps. Il avait subi un arrêt cardiaque et bien que des efforts aient été faits pour le réanimer, ils furent vains. Lim fut déclaré mort sur les lieux et la cause du décès fut déterminée comme étant une crise cardiaque aggravée par les brûlures qu'il avait subies. La nouvelle de la mort de Lim choqua la communauté locale qui le considérait depuis longtemps comme un leader spirituel presque invincible. Cependant, sa famille avait toujours craint que ce jour ne vienne. Son fils avait exprimé qu'ils avaient maintes fois insisté pour qu'il arrête, connaissant les risques, surtout après sa chirurgie. Sa fille, Wei Ling, nota que bien qu'il chérisse l'admiration de ses adeptes, la famille s'inquiétait constamment pour sa sécurité. Suite à la mort de Lim, les responsables taoïstes prirent leur distance par rapport au rituel, certains expliquant qu'il ne faisait pas partie de la pratique taoïste traditionnelle, mais était plutôt une ofashu, une performance magique qui testait l'endurance physique. Tan Hoechio, président de la Fédération des associations taoïstes de Malaisie, souligna que bien que de tels exploits puissent attirer des croyants, ils étaient dangereux
et non recommandée. La mort de Lim attira l'attention sur les risques des rituels extrêmes. La Malaisie, connue pour sa diversité religieuse, a une longue histoire d'actes religieux basés sur l'endurance. Cependant, cet incident souligna le danger potentiel de pousser le corps au-delà de ses limites, même au nom de la foi. Pour la famille de Lim, le chagrin était accablant. Ils étaient toujours conscients des risques, mais sa dévotion envers ses adeptes et sa croyance en sa force spirituelle avaient toujours surpassé leurs inquiétudes. Wei-Ling nota qu'il avait pratiqué ces rituels si longtemps qu'il n'avait jamais imaginé que cela se terminerait de cette manière. Au final, beaucoup se demandaient pourquoi Lim avait continué le rituel malgré sa santé déclinante. Après avoir subi une opération cardiaque et étant sous traitement pour l'hypertension, il était évident que son corps n'était plus capable de supporter de telles conditions extrêmes. Néanmoins, sa croyance dans le pouvoir du rituel et sa détermination à continuer se révélèrent finalement trop pour son corps affaibli à supporter, entraînant son effondrement prématuré. En août 2014, un chef nommé Peng Fan, qui travaillait à Foshan dans la province du Guangdong en Chine, est tragiquement décédé d'une manière inhabituelle. Peng préparait un plat comprenant de la viande de cobra, cracheur indo-chinois, un serpent connu pour son venin mortel. Ce plat est considéré comme un mets délicat dans certaines régions d'Asie. Ce jour-là, Peng avait déjà tranché la tête du serpent et s'occupait de préparer le reste du corps pour cuisiner une soupe. La tête du serpent avait été mise de côté pendant que Peng poursuivait son travail. Environ 20 minutes plus tard, il voulut jeter la tête à la poubelle pensant qu'elle ne présentait plus de danger. Mais à sa grande surprise, la tête sectionnée mordit soudainement sa main, injectant du venin. Le venin du cobra cracheur indo-chinois est extrêmement puissant. Il contient des neurotoxines qui attaquent le système nerveux, provoquent une paralysie et finissent par arrêter la respiration de la victime. Dans le cas de Peng, le venin commença à agir presque immédiatement. Il n'eut ni le temps de réagir, ni de demander de l'aide avant que son système respiratoire ne se bloque. Les clients du restaurant savouraient leur repas, inconscients de ce qui se passait en cuisine. Mais soudain, des cris et un grand bruit se firent entendre à l'arrière. Lin Sun, un client qui fêtait l'anniversaire de sa femme ce jour-là, décrivit plus tard le chaos. « Nous étions en train de manger quand, tout à coup, nous avons entendu beaucoup de bruit. Nous ne savions pas ce qui se passait, mais on entendait des gens crier dans la cuisine. Se rendant compte que quelque chose de grave se produisait, le personnel du restaurant appela un médecin. Malheureusement, lorsque l'aide médicale arriva, il était déjà trop tard. Peng Fan était mort des suites du venin. La rapidité d'action du venin laissait peu de temps pour intervenir, et sans antidote, il n'y avait rien à faire. Un porte-parole de la police qualifia l'incident de « cas hautement inhabituel », expliquant qu'une fois le venin en circulation, il n'y avait plus de chance de sauver Peng. Seul l'antidote aurait pu aider, mais il n'a pas été administré à temps. C'était juste un tragique accident. Des experts expliquèrent par la suite comment cela avait pu se produire. Yang Gongchang, un expert en serpents avec 40 ans d'expérience, précisa que les reptiles, y compris les serpents, peuvent encore bouger pendant un court moment après la décapitation ou l'amputation d'une partie de leur corps. Quand on coupe la tête d'un serpent, il est techniquement mort puisque ses fonctions vitales s'arrêtent, mais certains réflexes peuvent encore se produire, expliqua-t-il. Cela signifie qu'une tête de serpent peut encore mordre et injecter du venin même après la mort, comme ce fut le cas pour Peng. Le cobra cracheur indo-chinois, le serpent manipulé par Peng, est particulièrement dangereux en raison de sa morsure venimeuse et de sa capacité à projeter du venin avec précision. Son venin peut causer de graves dommages, voire la mort, comme le montre l'histoire de Peng. Même après avoir été décapité, les réflexes du serpent lui ont permis de mordre et de tuer Peng, prouvant à quel point ces créatures restent dangereuses, même après leur mort. Dans certaines régions d'Asie, la viande de serpent est réputée avoir des bienfaits pour la santé et est souvent utilisée en médecine traditionnelle. Dans la province du Guangdong, où travaillait Peng, on consomme de la viande de serpent depuis des siècles et elle est considérée comme une délicatesse. On pense qu'elle peut guérir diverses maladies et renforcer le corps. Toutefois, ces croyances n'éliminent pas les dangers bien réels liés à la préparation et à la consommation de ces animaux dangereux. Le restaurant où travaillait Peng resta sous le choc après sa mort. Les clients présents, ce jour-là, garderont probablement à jamais le souvenir de cette tragédie survenue en cuisine. Ce qui avait commencé comme un repas ordinaire s'est terminé par la perte brutale d'une vie. C'était le 14 avril 2012 à Des Plaines, dans l'Illinois. Anthony Hensley, un mari de 37 ans et père de 2 enfants, travaillait à Bay Colony Pond. Le travail d'Anthony consistait à gérer les cygnes tuberculés pour dissuader les oies de s'approcher du complexe de condominium où il travaillait. Ce jour-là, il était sur l'étang dans son kayak, effectuant ses contrôles habituels sur les cygnes.
C'était une routine qu'il effectuait depuis des années. Mais cette fois, quelque chose a terriblement mal tourné. Anthony était connu pour son dévouement à son travail et à sa famille. Il partageait souvent son amour pour les cygnes et son travail avec ses 2 jeunes filles. Sa femme, Amy, se souvenait de lui comme d'un mari et d'un père dévoué, toujours prêt à tout pour sa famille. Anthony était aussi un nageur expérimenté, un fait qui a ensuite laissé beaucoup de personnes perplexes quant aux événements de ce jour-là. Le matin du 14 avril, Anthony partit sur son kayak, pagaillant à travers l'étang pour vérifier les cygnes tuberculés. Ces oiseaux, bien que magnifiques, sont connus pour leur nature agressive et territoriale. Selon la plainte déposée par Amy Hensley, les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que les cygnes tuberculés sont fortement territoriaux avec une dangereuse tendance à attaquer. Alors qu'Anthony s'approchait de l'un des cygnes, celui-ci est soudainement devenu agressif. Des témoins ont plus tard raconté comment le cygne s'est jeté sur Anthony, faisant basculer son kayak. Il est tombé dans l'eau froide, entièrement vêtu et portant des bottes lourdes. Le cygne ne recula pas. Il continua d'attaquer, se jetant sur Anthony et l'empêchant de nager vers la rive. Anthony est remonté à la surface au moins une fois, luttant pour nager contre le poids de ses vêtements et les attaques incessantes du cygne. Mais l'oiseau agressif continuait de se jeter sur lui, le poussant de plus en plus sous l'eau. Daniel Gamanoff, un témoin oculaire qui a observé l'incident depuis la fenêtre de son appartement, a déclaré « Ils ont probablement pensé qu'ils s'approchaient trop près de leurs œufs, et ils étaient trop effrayés, et ils l'ont tout simplement attaqué. » Lorsque les équipes de plongeurs sont arrivées, Anthony était sous l'eau depuis plus de 30 minutes. L'étang faisait 15 mètres de profondeur à certains endroits, rendant la recherche encore plus difficile. Anthony a été déclaré mort à l'hôpital Advocate Lutheran General. Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a conclu qu'il s'était noyé et a classé sa mort comme accidentelle. Son père, Raymond Hensley, s'est exprimé auprès des médias, décrivant son fils comme un père et un mari merveilleux. On se souviendra de lui comme l'un des pères les plus formidables du monde, un très bon père, un très bon mari. Il n'avait pas une once de méchanceté en lui. La belle-mère d'Anthony, Tammy Hensley, a appuyé les sentiments de Raymond. « Nous sommes tous très bouleversés, mais je ne peux m'empêcher de penser à ces 2 filles », a-t-elle déclaré. La famille peinait à surmonter cette perte, incapable de comprendre comment un tel événement tragique avait pu se produire. Amy Hensley, en deuil de son mari, a déposé une plainte pour mort injustifiée contre l'employeur d'Anthony, Knox Swan and Dog, LLC, et le complexe de condominium Bay Colony Drive. La plainte alléguait que les défendeurs n'avaient pas reconnu les dangers posés par les cygnes tuberculés qui peuvent attaquer avec leurs ailes puissantes et leur grand bec. Selon la plainte, un cygne tuberculé est l'un des oiseaux volants les plus lourds, les mâles pesant en moyenne entre 11 et 12 kilos. Ces oiseaux sont connus pour attaquer en frappant leurs victimes avec des éperons osseux dans leurs ailes, tout en mordant avec leur grand bec. Doug Stotts, un écologiste en chef de la conservation au Field Museum, a expliqué que les cygnes peuvent sembler calmes et jolis, mais ils sont plus agressifs et plus forts qu'on ne le pense. Les cygnes sont certainement tout à fait prêts à attaquer quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, a déclaré Stotts. Steve Sullivan, conservateur principal de l'écologie urbaine pour le Chicago Academy of Sciences et son Peggy Notebaert Nature Museum, a ajouté que les cygnes défendront férocement leur territoire, surtout pour protéger leurs petits. Les cygnes sont certainement tout à fait prêts à attaquer quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, a expliqué Sullivan. L'employeur d'Anthony, Knox Swan and Dog, LLC, avait placé des cygnes dans l'étang pour éloigner les oies. Cette méthode est couramment utilisée dans divers endroits, mais elle nécessite une gestion minutieuse pour assurer la sécurité à la fois des oiseaux et des personnes qui travaillent autour d'eux. La plainte d'Amy Hensley soulignait que les sociétés de gestion immobilière ainsi que les associations de propriétaires et de condominiums auraient dû connaître la nature agressive des cygnes tuberculés et prendre des mesures pour prévenir une telle tragédie. La plainte réclamait un montant non spécifié en dommages et intérêts, invoquant la responsabilité des locaux et des violations de la loi de contrôle des animaux de l'Illinois. Les défendeurs ne firent pas de commentaires. C'était le 2 janvier 2001 à Budapest, en Hongrie. Jimmy Zambo, une pop star de 42 ans, passe la soirée chez lui avec sa femme et ses amis à boire et à profiter de leur compagnie. Zambo, largement connu sous le nom de The King, était devenu une légende en Hongrie. Sa carrière était florissante, avec des millions de disques vendus, et son récent album, Christmas with Jimmy, était en tête des hit-parades. Il semblait tout avoir. Cette nuit-là, il est tranquille, jusqu'au petit matin lorsque Zambo est agacé par le coq d'un voisin qui perturbe son sommeil. Frustré, il décide de l'effrayer avec son Beretta 9 mm. Propriétaire d'une arme à feu et chasseur expérimenté, il n'a pas réfléchi à 2 fois. Il a tiré 2 coups de feu depuis une fenêtre et le bruit a fait taire le coq. Soulagé,
Il est retourné à l'intérieur, persuadé que l'affaire était réglée. Zambo a retiré le chargeur et s'est préparé à montrer qu'il était vide pour rassurer sa femme sur la sécurité de l'arme. Cependant, il a oublié un détail important. La balle était toujours dans la chambre. Dans un moment d'inattention, Zambo a levé l'arme vers sa tête et a appuyé sur la gâchette. Et la balle l'a atteint à la tempe. La panique s'est emparée de sa femme et de ses amis. Ils ont appelé une ambulance et il a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, malgré les efforts déployés pour le sauver, Jimmy Zambo est déclaré mort quelques heures plus tard. La nouvelle de sa mort soudaine s'est rapidement répandue, laissant les fans et le pays en état de choc. Dans un premier temps, des rumeurs de suicide ont circulé, mais une enquête de police a confirmé qu'il s'agissait d'un accident tragique. Zambo, légèrement ivre mais pas trop, avait mal évalué la situation, ce qui a conduit à la fusillade fatale. Pour la Hongrie, la perte de Jimmy Zambo a été difficile à digérer. Né en 1958 sous le nom d'Imre Zambo, il avait gravi les échelons depuis des débuts modestes, en commençant dans le chœur d'enfants de la radio d'État. Après s'être produit aux États-Unis, il est retourné en Hongrie dans les années 1980. Où sa carrière a décollé. Ses albums sont devenus disques de platine et il a même été nommé chanteur hongrois de l'année en 1993. À sa mort, il animait une émission de télévision populaire et s'était imposé comme le visage de la musique pop hongroise. Lorsque les détails de sa mort ont été rendus publics, le chagrin s'est répandu dans tout le pays. Des fans se sont rassemblés devant son domicile, allumant des bougies et déposant des fleurs. Nombre d'entre eux avaient visiblement le cœur brisé, pleurant l'homme qui avait apporté tant de joie dans leur vie. Le 5 janvier, quelques jours seulement après sa mort, le corps de Zambo a été exposé au public dans une église gréco-catholique de l'île de Czepel. Plus de 30 000 personnes sont venues lui rendre hommage. Le lendemain, des dizaines de milliers d'autres personnes ont envahi les rues pour ses funérailles. Ce fut un événement grandiose et émouvant comme la Hongrie n'en avait jamais vu. Des chevaux noirs tirent son cercueil et les personnes en deuil regardent, incrédules, le cortège passer. La messe, retransmise en direct à la télévision, a montré la famille de Zambo, encadrée par 30 gardes du corps, qui l'aidaient à traverser l'immense foule. Des milliers de colombes ont été lâchées pendant la cérémonie, alors que son cercueil était descendu dans le sol. Une couronne a été placée sur un coussin rouge à côté de lui, dernier hommage à celui que l'on surnommait le roi. Les fans, dont certains avaient parcouru des centaines de kilomètres, sont restés debout, accablés par le chagrin. Sa mort a laissé un grand vide dans la culture pop hongroise qu'il sera difficile de combler. La vie de Jimmy Zambo a trouvé un écho chez de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont vécu des moments difficiles en Hongrie dans les années 90. Sa musique leur a apporté du réconfort, de la joie et un sentiment d'unité. Même après sa mort, l'héritage de Zambo se perpétue. Sa maison reste un lieu de pèlerinage et ses collègues musiciens ont enregistré des chansons en son honneur. Ses albums se vendent toujours et son influence sur la culture pop hongroise reste forte. Pour ses fans, il symbolisait l'espoir, la joie et la connexion. Le 24 mars 1975, Alex Mitchell, un maçon de 50 ans vivant à Kings Lynn, dans le Norfolk, passa une journée comme les autres. Après le travail, il rentra chez lui pour dîner, impatient de se détendre devant la télévision. Ce soir-là, son émission préférée, The Goodies, était diffusée. L'épisode s'intitulait Kung Fu Capers. The Goodies était une émission humoristique britannique populaire, connue pour son humour absurde et parfois farfelu. L'épisode de ce soir-là comportait une scène où un personnage déguisé en écossais utilisait des cornemuses comme arme lors d'un combat d'arts martiaux parodique contre un autre personnage brandissant un boudin noir. La scène était complètement loufoque et hilarante, et Alex la trouva irrésistiblement drôle. Assis dans son salon, il se mit à rire, et il n'arrêta plus. Les minutes passaient, mais Alex continuait de rire. Pendant 25 minutes, il rit sans pouvoir se contrôler. Ses éclats de rire résonnaient dans toute la maison, tandis que sa femme, Nessie, l'observait avec étonnement. Puis, soudain, quelque chose de terrible se produisit. Alors qu'Alex laissait échapper un dernier éclat de rire, il s'effondra brutalement sur le canapé. Son rire s'était arrêté, tout comme son cœur. Alex Mitchell mourut ce soir-là d'un arrêt cardiaque dans son salon. Les médecins pensèrent que son rire incontrôlable avait déclenché une crise cardiaque ou un AVC. C'était une fin incroyable et difficile à croire, mais elle avait bel et bien eu lieu. L'idée que quelqu'un puisse mourir de rire semblait presque impossible, et pourtant, c'était arrivé. Dans les jours qui suivirent, Nessie, la veuve d'Alex, contacta les acteurs de The Goodies. Malgré la tragédie, elle tenait à les remercier d'avoir rendu les derniers instants de son mari si joyeux. Elle leur écrivit une lettre pour exprimer sa gratitude pour le bonheur qu'ils avaient apporté dans la vie d'Alex. Pendant des années, la mort d'Alex Mitchell resta un mystère. Ce n'est qu'en mai 2012, soit 37 ans plus tard, qu'une possible explication émergea.
La petite fille d'Alex, Lisa Cork, fit un arrêt cardiaque presque fatal à l'âge de 23 ans. Elle fut plongée dans un coma artificiel et après de nombreux tests, les médecins diagnostiquèrent chez elle un syndrome du QT long. Le syndrome du QT long est un trouble génétique qui affecte l'activité électrique du cœur. Il peut provoquer des battements cardiaques irréguliers, entraînant des évanouissements, des convulsions ou même une mort subite. Ce syndrome est souvent déclenché par des émotions intenses ou un effort physique. Dans le cas de Lisa, il était probablement à l'origine de son arrêt cardiaque. Ce diagnostic poussa les médecins à réexaminer la mort d'Alex Mitchell. Ils soupçonnèrent qu'il souffrait lui aussi du syndrome du QT long, ce qui expliquerait pourquoi son cœur avait lâché en pleine crise de rire. Le syndrome étant héréditaire, il est possible que le gène ait été transmis dans la famille. Cette découverte apporta un peu de clarté à la famille de Mitchell. Elle les incita également à se faire dépister pour prévenir d'éventuelles tragédies. Lisa fut équipée d'un défibrillateur cardiaque interne pour réguler son rythme cardiaque et d'autres membres de la famille furent testés pour savoir s'ils portèrent le même gène. Bien que la mort d'Alex Mitchell demeure l'une des plus étranges de l'histoire médicale, elle rappelle aussi combien la vie peut être fragile. Le rire est généralement bénéfique, mais dans de rares cas, il peut être fatal, surtout pour ceux souffrant de problèmes de santé sous-jacents.